Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du 24 novembre 2021. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance, comme d'habitude, de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, ce mercredi, nous attaquons une séance, j'ai envie de dire, assez riche en indicateurs économiques, étant donné que nous avons semaine écourtée aux États-Unis avec Thanksgiving. Donc forcément, les marchés seront fermés, les marchés américains seront fermés demain et une partie de vendredi. Résultat, les indicateurs étant censés tomber les jours suivants ont été regroupés et nous avons une série d'indicateurs US qui va être publiée cet après-midi. Donc une séance quand même assez chargée avant un long week-end aux États-Unis. Globalement, on reste toujours dans une dynamique haussière, mais fragilisée par la hausse des taux d'intérêt et l'épidémie de Covid. En tout cas, la recrudescence de nouveaux cas. Hier, à Wall Street, on a terminé un peu en ordre dispersé. Le Nasdaq terminant dans le rouge, même pour une deuxième séance consécutive, alors que la hausse du rendement des bons du Trésor américain a poussé justement les investisseurs à vendre les actions des géants technologiques, dont Tesla justement, qui a aussi lourdement chuté. Les investisseurs, forcément, se sont détournés des valeurs sensibles à la hausse des taux d'intérêt pour privilégier les titres de secteurs comme les énergies ou les finances. Alors que le marché maintenant s'attend à une hausse des taux d'intérêt l'an prochain, après que le président Joe Biden a choisi de désigner Jérôme Powell pour un second mandat à la tête de la Fed, le rendement des bons du Trésor a poursuivi sa hausse, pénalisant par conséquent les valeurs dites de croissance. Et justement, côté valeurs, on a quand même eu Tesla et Microsoft qui ont décliné durant la séance, pesant forcément lourdement sur le Nasdaq. Tesla a perdu justement 4% et Microsoft beaucoup moins, seulement 0,6%. Mais les valeurs à forte croissance devenant, comme je vous le disais depuis plusieurs jours, moins attractives aux yeux des investisseurs lorsque les taux d'intérêt grimpent. Parmi les secteurs majeurs du S&P, on a quand même eu celui de l'énergie qui a enregistré la plus forte hausse de la séance, 3%, alors que les prix du pétrole se sont établis justement à un pic en une semaine, après que l'annonce par Washington du déblocage justement des réserves pétrolières américaines en coordination avec d'autres pays afin de tenter d'enrayer la flambée des prix qui n'a pas répondu à toutes les attentes. Pour finir, Wall Street sera quand même fermé jeudi, comme je vous le disais en introduction, et clôturera surtout plus tôt vendredi pour le fameux week-end de Thanksgiving. Ce matin, en Europe, même constat, on a quand même, je trouve, toujours cette dynamique haussière, mais on a entamé une correction depuis quelques jours et les marchés ont quand même du mal à rebondir. On pourrait aller chercher des niveaux de support un peu plus bas. Effectivement, les marchés européens reculent juste avant la série d'indicateurs dans un contexte marqué par la forte remontée des taux longs et une résurgence de l'épidémie de Covid. Côté indicateurs, les investisseurs attendent justement une série d'indicateurs américains à la veille de la fête de Thanksgiving et à l'agenda figure entre autres la deuxième estimation du PIB des États-Unis au troisième trimestre, les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages et les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et enfin la Fed doit publier ensuite à 20h le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire du début de mois. Bref, on a deuxième partie de journée assez chargée. Ce matin, en France, on a aussi l'INSEE qui a fait état d'une amélioration du climat des affaires en novembre, dans l'attente, dans l'industrie comme dans les services.
Et les marchés restent quand même préoccupés et à l'affût d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires supplémentaires face à la résurgence de Covid-19 en Europe. Comme vous avez pu le voir hier, c'est vrai qu'on est dans un début de 5e vague. Je vous avais présenté un graphique et effectivement un début de 5e vague assez violent, étant donné qu'on est en train de prendre, encore une fois, un début de courbe exponentielle. Toutefois, en France, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a estimé que la 5e vague ne menaçait pas la croissance. Donc là, encore une fois, très clairement, à prendre avec des pincettes, car forcément, si les pays instaurent de nouvelles restrictions ou des mesures sanitaires, forcément, ça va impacter la croissance. La BCE, pour le coup, l'a même évoqué. Voilà pourquoi elle ne veut pas procéder à un tapering. Voilà pourquoi elle ne veut pas procéder à une hausse de taux en 2022 non plus, car l'épidémie de Covid pose actuellement toujours des problèmes. Et donc, forcément, si la BCE met un tour de vis dans sa politique monétaire ultra accommodante, derrière, ça pourrait pénaliser la reprise économique. Pour le coup, Bruno Le Maire se montre très optimiste, je pense. En même temps, on a quand même une année, l'année prochaine, on sera en période électorale, donc forcément, c'est pas le moment de plomber le moral des Français, j'ai envie de dire. Mais soyons réalistes, de nouvelles mesures peseront sur la croissance au 4e trimestre. Point barre. Et pareil en Europe, si d'autres pays emboîtent le pas et mettent en place des mesures de restriction, dans tous les cas, ça pourrait limiter, je ne dis pas que ça va la plomber, mais forcément, ça va limiter la croissance à venir en zone euro et en France. Maintenant, encore une fois, la France pourrait éviter de mettre en place des mesures, étant donné qu'il y a quand même les élections à venir et ce serait dommage de se mettre des électeurs à dos. Côté macro, un seul graphique à vous présenter aujourd'hui. Comme je vous le disais, la semaine est assez calme. Enfin, on a peu d'indicateurs, enfin peu de statistiques macro qui sont tombées cette semaine. Là, autant on va avoir une pluie d'indicateurs, de statistiques à venir cet après-midi, mais sinon la semaine était globalement assez calme. Ici, un graphique assez pertinent. Je vous ai fait le suivi de ce graphique depuis le mois d'août, il me semble, en vous disant que la hausse des marchés financiers était due, certes, à la reprise économique, mais aussi aux injections massives de liquidités de la part des banquiers centraux et surtout aux États-Unis, les buybacks, à savoir les rachats d'actions. Donc, je vous avais présenté ce graphique et on commençait doucement à monter en flèche et à rattraper le précédent record de 2018 aux alentours des 875 milliards de dollars, voire 900 milliards de dollars. Et je vous disais justement qu'à ce rythme-là, d'ici la fin de l'année, on devrait logiquement battre le précédent record de 2018. Et c'est chose faite. Actuellement, au 12 novembre, les entreprises américaines ont annoncé un total de plus de 1000 milliards de rachats d'actions en 2021. C'est du jamais vu, c'est un record. De toute façon, cette année, c'est l'année de tous les records, que ce soit sur les indices, sur les crypto-monnaies, bref, tout explose. Un peu un sentiment d'euphorie sur les marchés, mais voilà ce qui pousse très clairement la locomotive américaine et ce qui explique aussi, encore une fois, la surperformance des marchés américains, notamment grâce au buyback. Et encore une fois, comme on a pu le voir les semaines précédentes, force est de constater que quand même aux États-Unis, les entreprises du S&P 500 ont très largement battu le consensus, ont même enregistré des bénéfices records. Donc forcément, avec de tels bénéfices, eh bien, elles décident massivement de racheter leurs actions, ce qui permet derrière de faire gonfler tout simplement de manière artificielle le cours de l'action.
Voilà ce qu'il fallait retenir sur les buybacks. Et encore une fois, si on continue à ce rythme effréné, je pense que d'ici la fin de l'année, on pourrait même atteindre, à mon avis, les 1200 milliards de rachats d'actions aux États-Unis. Côté graphique, donc direction notre indice national, le CAC 40, qui, selon moi, est toujours agile. Alors, à suivre la clôture hebdomadaire aussi, car là, on a une bougie qui est quand même pas très jolie, je trouve. On est quand même sur un avalement baissier hebdomadaire, mais la séance, du moins la semaine, n'est pas terminée pour autant. Donc, basculons sur des unités de temps un peu plus courtes. Et je trouve toujours l'indice assez fébrile. Donc là, il manque pas grand-chose. Vous voyez qu'on est venu une deuxième fois ce matin tester le support à 7000. Je vous invitais hier à prendre quelques bénéfices suite à la stratégie qui avait été mise en place avec l'avalement baissier, juste ici avec un TP1 à 7000 points et un TP2 qui me semble assez évident, c'est le plaquage jeu à 6900 points. TP3, ce serait le complément du gap ici, à 6832. En tout cas, un marché qui peine à rebondir, toujours assez fragile, dans un contexte particulier avec la hausse des rendements, la recrudescence des cas de Covid, un marché qui est peut-être monté un peu haut, un peu vite, un peu fort. Donc forcément, les excès sont aussi corrigés par des excès. En tout cas, un environnement qui ne favorise pas l'appétit au risque pour les investisseurs. Bien au contraire, le sentiment plutôt que l'aversion au risque fait son retour sur les marchés. Maintenant, données 4 heures, la divergence est toujours validée. Effectivement, je vous disais de surveiller un peu hier, de mettre votre stop à break-even pour surveiller comment ça allait se passer ici avec ce plat cassure Tenkan-Kijun June. Bon, finalement, à l'ouverture des marchés américains hier, on est retombé et on a enfin eu une clôture là sous la MM50. Sous la MM50, on est venu chercher les 7000 points maintenant. Bon, il manque vraiment pas grand-chose à l'indice. Je garde toujours un biais baissier. J'estime qu'on a quand même eu une dégradation à court terme de la dynamique de fond. J'étais un peu plus hésitant hier avec cette reprise ici de mèche, mais en fin de séance, finalement, le marché a quand même craqué et la structure des bougies ici me dit que la correction n'est peut-être pas terminée. En tout cas, encore une fois, une prise de bénéfice a dû s'opérer sur ce niveau de support. Et maintenant, j'attends la cassure pour aller chercher le TP2. En tout cas, ça reste toujours mon scénario. Pas de plan d'achat sur le CAC 40 selon moi. Toujours plutôt un plan vendeur qui est toujours en place. Et maintenant, laissons faire le marché, mais il manque vraiment pas grand-chose. Très clairement, la cassure des 7000 points devrait permettre une accélération baissière pour aller chercher le TP2. Et le TP3, à voir si on parvient à aller chercher ce niveau. Là, il y a quand même un gros morceau sur les 6900, mais le TP3, forcément, le marché a une mémoire. On a un gap, mensuel. Je m'attends à 99% à ce que ce gap soit comblé très prochainement. Donc là, pour l'instant, ça tient. On peut très bien chercher les 6900 et repartir en direction des 7003 derrière avant d'aller chercher ce niveau. Mais tôt ou tard, ce gap sera comblé. Généralement, les gaps mensuels, autant les gaps daily, on peut avoir des gaps qui ne seront jamais comblés, autant les gaps mensuels et les gaps trimestriels sont quasiment à 90% du temps toujours comblés. Concernant le DAX, le scénario se confirme. Je vous disais, ce fameux bull trap, et on est en plein dedans. On est en plein dedans, on a réintégré même la borne haute de notre canal haussier, donc sentiment de plus en plus qu'on est dans un bull trap, qu'on a eu une fausse sortie de range par le haut en données hebdomadaires. Et là, pareil, on a quand même un bel avalement baissier et on pourrait aller chercher un peu plus bas.
Donc, à confirmer aussi en données en fin de clôture cette semaine, mais une dégradation de l'indice à court terme. Maintenant, si on affine en données daily, pareil, le plan était aussi baissier sur l'indice allemand. Suite à l'apparition de ces chandeliers de retournement, le TP1 a été pris, mais j'ai un TP2 plus bas, vers les 15 690, 15 572. Là, très clairement, on a eu un bull trap. On a eu un bull trap, la réintégration sous les 16 000, pour moi, c'est un signal swing à moyen court terme sur le DAX. Donc là, je reste baissier, toujours, mise à BE du stop loss et il faut laisser courir. Mais je pense que le DAX est bien parti pour aller chercher sa zone, venir combler son gap, tout simplement. Et derrière, ce serait un TP3 éventuellement 15 550. 15 550. Ok, donc c'est par ici. Pour moi, là, il y a un beau TP2 à prendre complément du gap et TP final vers les 15 550 avec le plat Tenkan Kijun aligné. Maintenant, en données 4 heures, je trouve que la configuration, pareil, se dégrade. Là, on est sur un beau niveau de support. Effectivement, on a quand même les 15 008. S'il reste juste ce dernier rempart, mais encore une fois, comme pour le CAC, si on casse ce niveau, des 15 008 et des 7 000, logiquement, la baisse devrait s'accélérer et on devrait venir combler le précédent gap juste ici. En revanche, le Dow Jones un peu plus robuste. Surtout en données daily. Donc là, pareil, ça va être intéressant de voir la clôture cette semaine de l'indice américain, mais bon, je vais enlever ce canal. Hop. Mais ici, on a quand même une belle bougie verte sur l'indice américain. Là, j'ai envie de voir comment vont s'aligner la Tenkan et la Kijun derrière. Ici, pour le coup, on a quand même eu un chandelier qui plaide, j'ai envie de dire, pour une fin de baisse, avec un peu cette... ici, on a eu pas vraiment une étoile filante. Je ne sais plus le nom du doji, si c'est pierre tombale ou doji. Je me souviens plus de l'autre nom, doji libellule, un truc comme ça. Bref, un chandelier d'hésitation, voire de fin de baisse, et certains y verront peut-être ici une étoile du matin doji. On est sur support, donc le fameux support ici a tenu, et derrière j'ai l'impression qu'on est dans un range. On travaille un range en données horaires. Donc là pareil, je vais nettoyer le graphique. Je vais garder cette zone de prix parce qu'elle est pertinente. Et ici, on est dans un range. Et je pense que sur le Dow Jones, il va falloir travailler ce range. Ici. Tenter des achats sur la borne basse, vendre en haut ou attendre la cassure. Mais là, à court terme, sur le Dow Jones, essayez vraiment de vous positionner pas au milieu de nulle part. Intervenez vraiment soit sur la borne haute, soit sur la borne basse, mais il y a un range, à mon avis, à travailler et il faudra suivre la cassure car on aura, je pense, un bon flux directionnel à venir. Donc là, ça va être intéressant de surveiller ce range et de voir un peu la semaine prochaine comment qui va sortir grand gagnant de cette bataille à court terme. Maintenant, si on passe sur les futurs, c'est à peu près la même chose. C'est pas aussi propre que sur le cash. Pour le coup, on a eu des excès baissiers, mais rappelez-vous, on est quand même dans une zone, une énorme zone de support. Bon, là, les futurs sont dans le rouge. Regardez le cash. Surveillez vraiment plutôt, là, récemment, j'avais pour habitude de vous dire de focaliser vraiment sur les futurs, qui avaient vraiment une belle dynamique et un respect des zones assez propres. Là, pour le coup, pour affiner votre stratégie, basculez sur le cash et vraiment surveiller l'évolution des prix à l'intérieur des deux bornes en données horaires. Là, on voit que le range est vraiment pas aussi beau, pas aussi propre. On a eu des excès baissiers, on n'a pas sur le cash. Maintenant,
en données daily, on reste sur une zone, toujours. Donc là, à mon avis, la cassure de la borne basse du range en données horaires, ça correspond au bas de cette zone. Dans ce cas-là, en cas de cassure, on ira chercher les 35 180, 35 200. Voilà le plan que j'ai actuellement sur le Dow Jones. Et inversement, si ça tient, effectivement, ici, on a un doji, il a un peu un marteau. Bon, c'est compliqué de vendre maintenant. Il faudrait vraiment attendre la cassure du range H1 pour espérer une poursuite de la baisse en direction de la MM50. Et inversement, finalement, si ça tient et que le marteau est validé, eh bien, en cas de sortie du range H1 horaire sur le cash, on visera la prochaine zone vers les 36 000 points. L'euro-dollar, bon, c'est l'hémorragie, toujours. La cible n'a pas changé. Ça reste les 1,1180 maintenant, toujours. J'espère que certains d'entre vous ont réussi et ont gardé même un reliquat. Mais globalement, la dynamique reste extrêmement baissière. Et la dégringolade se poursuit. Donc l'objectif final reste toujours, selon moi, les 1,1180, pas de plan de trading. J'ai suffisamment fait le suivi de cette paire en vous disant de vendre tous les rebonds pour aller chercher les 1,1180. Maintenant, j'espère que vous avez pu profiter de cette baisse, mais là, pour moi, c'est trop tard pour vendre. On est en pleine accélération. Acheter, certainement pas. On n'a aucun signal technique de retournement. C'est ultra baissier. Les vendeurs enfoncent le clou. Donc, je pense qu'il faut laisser l'euro finir sa dégringolade, se stabiliser avant de s'intéresser à cette paire. Et encore une fois, quand je regarde le nombre de particuliers à l'achat sur l'euro-dollar, eh bien forcément, j'ai envie d'être encore, d'appuyer encore plus fort sur le bouton vendre pour aller chercher les 1,1180. Rappelez-vous, on avait eu la même chose pour le CAC 40, 85% des clients à la vente sur le sentiment client, alors que le CAC 40 ne faisait que monter. Et là, c'est pareil, à l'achat, alors que l'euro ne fait que monter. Pareil, un indicateur à utiliser à bon escient lors de votre stratégie de trading si vous avez quelques doutes, surtout lorsque vous avez plus de 80% des particuliers qui sont soit à l'achat, soit à la vente sur un actif. Et généralement, c'est bon de faire le contraire. Donc là, rien à signaler de plus sur l'euro-dollar. Je pense qu'il faut, on va aller chercher les 11,80. Voyons voir si, avec les statistiques américaines qui vont tomber cet après-midi, l'euro va accélérer sa chute en direction de ce niveau. L'AUD-USD, très rapidement, juste pour le suivi, toujours, mais pareil, c'est propre, rien à dire. On continue d'accélérer à la baisse, pullback ici. Objectif toujours les 0,7175, pareil. Baissez votre stop. On a quand même des données qui vont tomber cet après-midi. Donc, mettez là le stop loss. Logiquement, la vente a dû s'effectuer ici avec l'avalement baissier. Le TP1 avait été pris ici. Donc, baissez votre stop, mettez-le au-dessus de cette mèche, au-dessus de la même 50, très clairement, stop win. Et puis derrière, il faut espérer que le marché aille chercher ce niveau de support. Mais globalement, je ne suis pas inquiet. Je trouve que la dynamique est belle et voilà, on a un beau niveau à venir chercher ici. Et ce serait très propre si le marché pouvait terminer la semaine sur ce niveau. L'euro GBP, pareil, toujours un plan vendeur sur cette paire. Ça a été un peu compliqué en fin de séance. J'espère que vous avez bien mis votre stop loss, pas râler pas crête, car hier on a quand même eu une fausse sortie par le haut de ce range. Rappelez-vous, je vous disais qu'on avait cette fameuse divergence baissière juste ici, 15 minutes. Avec ce, j'avais affiné le range en données horaires avec cette divergence. On donnait 15 minutes, enfin on a un range 4 heures, mais j'avais affiné sur des unités de temps plus courtes en vous disant que ici le marché commençait à faiblir et de mettre votre stop assez haut.
au-dessus de la mèche, de la mèche qui était juste ici. Donc j'espère que vous ne l'avez pas non plus collé à ras les pâquerettes, mais voilà, toujours avoir un peu de marge, mais 10-15 pips au-dessus. Et normalement, certains d'entre vous, pareil, ont pu prendre quelques bénéfices puisqu'on a eu un retour sur la borne basse du range 4 heures. Donc là, ça faisait un excellent ratio, logiquement. Pour celles et ceux qui étaient vendeurs en 15 minutes ici, avec un stop loss juste au-dessus, donc un ratio vraiment excellent. Donc TP1, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, à vous de voir. Personnellement, vous connaissez mon plan, je vise les 0,83. Donc là, deux choses. La première, l'avalement 4 heures est vraiment plaisant. Et derrière, la cassure Tenkan Kijun aussi. Elle a eu lieu pile, on s'est extrait tout juste des prix, mais pour moi, c'est validé. Maintenant, il faut qu'on casse la borne basse de ce range. Donc là, pareil, soit vous prenez des bénéfices, vous mettez votre stop loss à break-even, étant donné que vous avez eu voilà, une longueur d'avance, vous avez pas mal de marge, et derrière, il faut laisser couler l'euro jusqu'au 0,83. En tout cas, ça reste toujours mon scénario. J'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de prendre, beaucoup le setup qu'il y a sur Tenkan qui est joué ici. Maintenant, il faut juste que le support cède sous la pression vendeuse. Et là, je pense qu'on pourra enfin partir et plonger en direction du sud pour aller chercher le TP final à 0,83. L'AUD NZD, c'était la paire à surveiller. Voilà, donc surveillez-la toujours. On se rapproche de la borne haute du range. Je vous disais qu'ici, on avait potentiellement soit un double creux, soit un range à venir. Pour le moment, on a un beau flux haussier. J'ai plutôt envie de me positionner dans le sens du flux plutôt que tenter de revendre la borne haute de ce range. On a quand même, voilà, on a quand même des belles bougies flux directionnelles à confirmer en clôture et en donner 4 heures. Mais là, globalement, ça se présente plutôt bien. C'est encore trop tôt. Il ne faut pas se précipiter. Il faut attendre voilà, au moins une confirmation donnée 4 heures. Au moins une bougie 4 heures qui sort par le haut de ce niveau. Derrière, si on a la clôture des lignes en parallèle, eh bien, c'est parfait. Mais un sentiment qu'on pourrait avoir une reprise haussière sous forme de double creux pour aller chercher un 0,540 et un 0,670. Donc, à mon avis, un plan qui va sûrement se mettre en place à partir de la semaine prochaine. En tout cas, il ne se passe pas grand-chose sur le Forex, pas beaucoup d'actions, c'est assez mou. Pour avoir scanné pas mal de paires, j'estime qu'on pourrait avoir une opportunité sur cette paire-là. Les métaux précieux complètement plombés, littéralement, depuis l'annonce de Biden de reconduire Jérôme Powell à la tête de la Fed et derrière l'envolée, encore une fois, des rendements obligataires. Pour moi, c'est totale invalidation. Je vous le disais, si on clôture sous la borne basse du canal 4 heures, sous le support des lignes, il faut couper. Il faut sortir, il ne faut pas rester en mode espoir. Ça, c'est difficile. Il faut accepter la perte, mais pas attendre que le stop loss soit touché au niveau des 23. Car à la base, le stop loss était placé sous les 23, vers les 23, sous la deuxième épaule. Et là, très clairement, pour moi, c'est invalidation. Tant pis, il faut prendre sa perte et du moins limiter la perte. Ça, c'est déjà une bonne chose. Quand vous acceptez la perte, surtout de la limiter, bon, bah, certes, on sort avec une paume, mais c'est mieux de limiter que de prendre la totalité de sa perte. Donc là, pour moi, grosse dégradation finalement, sortie par le bas du canal, bougie flux directionnelle, cassure de la zone de support juste ici. Très clairement, je pense que les métaux précieux ont vraiment du mal. L'année 2021 a été compliquée pour cette classe d'actifs. Je pense que je reviendrai dessus, surtout en 2022. Comme je vous le disais, je m'attends à un retour des métaux précieux en 2022 et au contraire à quelques lacunes sur le marché action. Mais là, pour l'instant, c'est boudé par les investisseurs. Les configurations ne sont pas validées, enfin sont invalidées plutôt. Et là, je
honnêtement, je vais laisser faire le silver et je reviendrai plus tard si on retourne sur la borne basse des 22,30. Voilà mon plan maintenant sur le silver. Passer à autre chose et revenir plus tard si le marché revient sur ce fameux gros niveau de support, étant donné qu'on évolue dans un range maintenant depuis plus d'un an. Le gold, sur le fil du rasoir, très clairement, j'évoquais avec vous la divergence 1 heure. Au final, elle n'a pas été validée. Alors, la première n'a pas été validée. Là, on tente de valider la deuxième. Je ne l'avais pas vue. C'est fébrile. C'est franchement fébrile. Alors, oui, divergence horaire ici. Sur zone, bon, j'aime pas la façon dont ça retombe. Très clairement, on est sur le gros niveau de support, pour rappel, ce fameux niveau 1782, 1795. Donc là, on est bien sur ce niveau, mais la bougie hebdomadaire est juste horrible. Est juste horrible. Pareil, je me prononcerai à la clôture hebdomadaire de cette bougie. Là, je reste à l'écart pour l'instant. Si on enfonce cette zone, c'est vraiment pas de bon augure pour la suite. Je pense qu'on ira chercher bien plus bas. Si ça tient, il y a un dernier espoir. Pour l'instant, en daily, ça se dégrade. On n'a que des bougies baissières. On a une belle zone, effectivement. On est sur la belle zone de prix 1795-1785, couplée avec MM200, MM50. Parce qu'en données hebdo, j'ai des composantes de l'Ichimoku intéressantes, pas du tout. On est en train de les enfoncer même. Bref. En données daily, voilà, il y a cette zone, mais le problème, c'est que c'est ultra baissier et qu'il n'y a pas de changement de retournement. Toujours pas. Du moins d'éléments, on n'a que la divergence horaire, mais elle a 2 doigts d'être invalidée. Donc pour l'instant, très clairement, je reste à l'écart. Je crois que le dernier espoir, ce serait potentiellement cet oblique. Voilà. Ici. Effectivement, on a une belle zone de support, je le reconnais, mais au vu du contexte, c'est compliqué. Hein. Forcément, dès qu'on a une envolée des taux, derrière, les métaux précieux subissent de plein fouet la hausse des rendements obligataires. Donc là, pareil, c'est vraiment un élément à ne pas négliger quand vous tradez les métaux précieux. Et là, le contexte ne favorise vraiment pas cette classe d'actifs. Donc pour l'instant, à surveiller cette zone. Pourquoi pas des éléments techniques sur des unités de temps un peu plus courtes, mais là, j'ai vraiment pas envie de vous proposer un trade à l'achat, un plan de trading à l'achat sur maintenant. Si on fait le double creux, pourquoi pas? Là, ce serait l'élément intéressant, serait de former un double creux et de repartir en données 4 heures. Mais là, en données horaires, à part la divergence, je ne vois rien d'autre. Et comme je vous le dis, elle a 2 doigts d'être invalidée en plus. Donc là, il faudrait former un double creux, repasser au-dessus de la kit jaune au moins horaire, casser cette kit jaune, casser la MM50 et dans ce cas-là, pourquoi pas, avec un stop loss sous les plus bas, espérer une reprise. Pour moi, c'est la seule condition que je vois actuellement pour se repositionner à l'achat sur ce marché. Et dernière chose, attendre la clôture hebdomadaire. Là, on aura beaucoup d'indications derrière pour la suite et surtout pour préparer un plan la semaine prochaine. Le Brent, forcément, après les annonces de la Maison Blanche, le Brent a explosé. J'étais resté à l'écart de ce marché, je le trouvais hésitant, mais je vous disais que ma zone qui m'intéressait, c'était ici, mais que j'étais pas d'avis de vous donner un plan à la vente pour aller chercher ce niveau-là. J'ai bien fait, car
pour moi, une grosse majorité de la baisse avait été faite. Je l'attendais un peu plus bas, c'était la zone idéale. Mais voilà, énorme contre-pied finalement hier, donc bien content d'être resté à l'écart. Et je vais encore rester à l'écart sur ce marché. Voilà, je le trouve un peu flou, un peu piégeux. Autant qu'on a des beaux plans de trading, je n'hésite pas à me mouiller, mais ici, j'ai encore un peu de mal. J'ai encore un peu de mal avec cet actif. Je vais tout simplement attendre qu'on sorte de cette zone. Là, pour moi, c'est vendre, non. Au vu du contexte et de la bougie d'hier, c'est absolument pas la bonne chose à faire. Et acheter, pareil, on est sous zone, donc il faudra attendre la cassure selon moi. Alors, je vais voir la bougie hebdomadaire aussi. Pas mal. Pas mal la bougie hebdomadaire. Alors, par contre, la bougie hebdomadaire est belle. Parce qu'on a fait un gap baissier et on a un bel avalement haussier. Donc là, encore une fois, il faudra attendre la clôture hebdomadaire. Mais si on confirme ce setup, je pense qu'il faudra de nouveau chercher des achats sur le Brent. Et là, on a un peu, il n'est pas super beau, mais on a un drapeau, quoi, quasiment. On a un beau drapeau. Et je pense que le pétrole pourrait offrir un super trade à long terme, très clairement. Donc, on attendra la sortie de la zone et la confirmation de cet avalement, mais je reste haussier sur le pétrole et je vise toujours les 90 $. Ça, ce plan-là n'a pas changé. Maintenant, j'ai besoin d'avoir, ok, en coupant les mèches, pourquoi pas, pourquoi pas. Il faut qu'on sorte de cette zone. Donc je pense que je proposerai un plan à l'achat au-dessus des 84 pour aller chercher 90. Voilà ma cible sur le pétrole. Enfin, voilà en tout cas mon plan à venir sur le pétrole. En données 4 heures. Bon, ça c'est de la mèche en données daily. Certains m'ont proposé ce canal ici. Et juste là, j'ai dit pas de souci, il est validé, il est très beau. Effectivement, belle cassure arrière, ça reprend. Mais c'est la zone qui me dérange. On a un gros niveau de résistance. Hein. Là, on a une zone de polarité en données 4 heures juste ici, on la voit. Et là, c'est la zone hebdomadaire. Donc, pour ma part, j'attendrai qu'on sorte de cette zone pour vous proposer un plan à l'achat avec un stop loss sous les plus bas ici, par les 80, et une cible à 89. Le light, voyons voir si nous avons la même bougie. Pas du tout. Pas du tout. Bon, elle n'est pas dégueu non plus, très clairement, puisqu'on pourrait former un piercing pattern. Là, pareil, piercing pattern, c'est un dérivé de l'avalement, seulement au lieu d'avaler complètement le corps, on avale, enfin, on comble, j'ai envie de dire, plus de la moitié du corps précédent. Donc là, pareil, on est bien orienté pour faire un piercing pattern et on ouvre aussi avec un gap baissier. Donc là, une nouvelle fois, un chandelier de retournement, du moins de fin de baisse. Il faudra le confirmer lui aussi en clôture hebdomadaire. Maintenant, en données daily, on a quand même un bel obstacle au-dessus de la tête, la zone de support, enfin de résistance, couplée à la MM50. Donc là, il faudra attendre que le marché parvienne à s'extraire de ce niveau des 79,40 pour tenter des achats et aller chercher les 84. Après, pourquoi pas, si on bute ici, surveiller, mais épaule, tête, il faudrait qu'on retombe, hein. On retombe et qu'on la forme. Dans ce cas-là, effectivement, on validerait une belle épaule, tête-épaule inversée
Et la ligne de coup juste ici correspond justement à notre fameuse zone de résistance couplée à la MM50 daily. Donc si forcément, si on bascule, enfin si on arrive à franchir ce niveau, derrière, ça devrait libérer un potentiel haussier pour aller chercher les 80-82 et les 84. Mais comme sur le Brent, sur le WTI, il faut laisser du temps au temps et revenir quand on aura des signaux clairs, intacts et surtout confirmés. Le Bitcoin, les crypto-monnaies, bah, il ne se passe toujours rien. Il se passe toujours rien sur le BTC. Je surveille la zone, comme toujours. J'ai retracé une zone intermédiaire entre-temps. Effectivement, je la trouvais pertinente. Cette zone-là, entre 55 300 et 56 000. Vous voyez, on a quand même eu une belle zone de prix là. Tous les corps, les mèches, ça a été testé, cassé. Là, ça a été travaillé sur pas mal de mèches. Là aussi, hop, avant d'avoir une belle bougie flux qui casse et venir faire le pullback. Et là, on se stabilise dessus. Donc, c'est une zone intermédiaire. Autant ça, c'est une zone hebdomadaire voire mensuelle. Ça, c'est une zone mensuelle. Ça, c'est une zone hebdomadaire. Et ici, c'est une zone mensuelle. Donc là, ça, c'est les zones sur les JT de temps supérieures fortes, strong. Et ici, c'est une zone intermédiaire, daily. Maintenant, deux scénarios à venir sur le BTC. Pareil, j'ai pas vraiment envie d'envoyer un plan de trading là-dessus. Je trouve que c'est encore trop tôt. On peut très bien les casser, aller chercher les 53 000, venir un peu larver sur ce niveau avant de prendre appui sur l'oblique. Bien évidemment, ce niveau, c'est le dernier rempart. C'est celui qui constitue justement un seuil clé pour préserver cette dynamique haussière. Si on casse ce niveau, là par contre, je me montrerai plus méfiant sur les perspectives du BTC. Pour l'instant, j'estime toujours qu'on est dans une correction, on est sur zone. Pour moi, il faut travailler toujours les niveaux des 55 600 ou des 53 000. Pour l'instant, ça tient. Et effectivement, si on affine aux données 4 heures, on a ce fameux range qui est toujours en place. Voilà, on est dans un range. Ici. À surveiller. Si on casse la bande basse, dans ce cas-là, on attendra la prochaine zone pour intervenir sur le BTC. Mais là maintenant, bon, j'ai l'impression qu'on se stabilise, si vous voulez mon avis. Après avoir fait une belle dégringolade, rebond, tac, ça tient. Pourquoi pas avoir une stabilisation? Donc, à surveiller. Pas de changer de retournement en tout cas sur la bande basse, toujours pas, c'est fragile. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de proposer de plan de trading sur le BTC, mais surveillez vraiment la bande basse. Soyez à l'affût de ce niveau. Si vous voyez un beau chandelier, un beau pattern, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur la gâchette. Mais là, ce serait beau d'avoir cette phase de consolidation dans ce range. C'est bon, on respire, on a repris notre souffle et on peut repartir de plus belle. Sinon, dernière vague de baisse, selon moi, ça reste mon scénario. Ce serait une dernière vague de baisse en direction des 53 000 avant de repartir. Voilà comment je vois les choses maintenant sur le BTC. Mais comme toujours, je pense qu'on va avoir une sous-performance du BTC à moyen terme. Car là, le BTC bat de l'aile très clairement actuellement, alors que l'Ethereum, lui, ne m'inquiète pas du tout. On recule un peu, mais il n'y a rien de dramatique. La baisse a été moins violente, les gros niveaux de support ont été préservés. Bon, ça a permis au marché de souffler un peu, mais quand je vois que cette zone tient, alors que sur le BTC, on l'a enfoncé, je m'attends, oui, à une surperformance de l'Ethereum. Pour l'instant, ça tient. La bougie d'hier est belle en plus. Peut-être que ce setup va être confirmé.
Pour moi, le niveau d'invalidation, c'est si on retombe sous les 3900. Mais globalement, je suis assez confiant. Belle bougie, on a fait un premier avalement, deuxième bougie flux, la NM50 tient, on est au-dessus de la zone. Bon, j'aime beaucoup la structure, en fait, est plutôt saine et plutôt rassurante pour la suite. Là, la divergence a fonctionné, on est toujours le RSI qui continue de prendre appui sur cette oblique. C'est propre, en fait. C'est une belle structure et plutôt un sentiment de consolidation plutôt que début de renversement haussier et on plonge en direction des 3700. Voilà. Voilà mon opinion actuellement sur l'Ethereum. Un range, toujours, comme sur le BTC. Un range à venir, il faudrait attendre la cassure des 50% pour se repositionner. Peut-être que certains ont été à l'achat suite à la divergence, ont pris des bénéfices, ont remonté le stop ou l'ont peut-être laissé et espèrent une sortie par le haut. C'est malin de leur part aussi, c'est acceptable tout à fait. En tout cas, l'objectif en trading, lui, a été atteint, vu que c'était les 50%. Maintenant, si vous êtes un investisseur à plus long terme, et vous avez réussi à rentrer ici, eh bien, remontez un peu votre stop. Effectivement, si on a une cassure par le haut, ça pourrait être beau pour la suite. Et je vise toujours une accélération à 4800, enfin, un retour sur les plus historiques, mais surtout ma première cible, ça reste les 5235 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Soyez prudents, n'oubliez pas vos stops. Surtout avec les annonces économiques qui vont tomber cet après-midi. On devra avoir pas mal de volatilité donc, sur le marché, notamment sur le Forex. Donc, surveillez votre exposition. Passez une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.